Donc, je remercie encore une fois, je renouvelle les remerciements envers Luc Vaillancourt et je le remercie aussi pour son courage d'avoir invité parmi cette sélection de chercheurs quelqu'un qui n'a pas fait de communication depuis très longtemps et qui n'est plus vraiment dans le milieu de la recherche. Donc, ça va sûrement transparaître un peu dans ma livraison de mes quelques remarques aujourd'hui. Donc, voilà. Puis, c'est des textes aussi que je n'avais pas fréquentés depuis assez longtemps. Donc voilà, cette première précaution. Deuxième, j'utilise Sauvage de manière tout à fait endogène dans ma démarche parce que je prétends jamais, évidemment, que les gens qui parlent des peuples qu'ils ont rencontrés en Nouvelle-France, ici, au 16e, 17e, 18e siècle, parlent très exactement des gens que nous rencontrons aujourd'hui sur notre territoire. Donc, je demeure avec leur vocabulaire dans une sorte de tentative là, de reflet endogène. Troisièmement, je sais que tout le monde meurt de faim. Je vais évoquer brièvement la famine à quelques reprises, donc je vais tâcher de passer vite. OK? Voilà. Donc, je vais lire, je vais essayer des fois de me distancer du texte, mais ce sera très difficile parce que ça a été écrit assez rapidement. Donc, en introduction au collectif esthétique du rire, Alain Vaillant remarque qu'en études littéraires, le rire se fait insaisissable dès lors qu'on s'efforce d'en rendre compte en s'attachant à son usage et à sa signification morale ou idéologique. Ce faisant, écrit-il, on négligerait le matériau risible lui-même. Le thème abordé dans cette communication n'a rien d'original et j'arrive après une experte. En effet, depuis l'étude Les rires ou le rire de l'Indien de Franck Lestringant, plusieurs se sont attachés à caractériser la présence du rire dans le récit de Voyage au Nouveau Monde. Pour ma part, j'ai tenté d'arrimer le programme ouvert par Alain Vaillant à une sélection d'épisodes tirés d'un corpus plutôt canonique de ses récits. Et comme je n'ai pas un esprit très subtil, je me suis limitée aux épisodes qui mentionnent explicitement le mot « rire ». Voilà pour ma démarche. Donc, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Franchement, c'est clair. Hein? Donc, le voyageur narrateur et sa communauté d'appartenance, donc, constitueront le matériau risible privilégié. Parce que ces récits, une fois remaniés et rendus publics, hein, je ne travaille pas sur des manuscrits, jamais, donc ce sont des écrits imprimés, parce que ça devient des rapports officiels. Donc, j'ai voulu voir comment la moquerie sauvage se fait un dispositif au service d'une autodérision souvent rhétorique, hein, puisque les auteurs ont décidé, donc volontairement, ont choisi de se montrer eux-mêmes la cible de la moquerie sauvage. Dans cette perspective, il devient, par exemple, difficile de conclure avec Normand Doiron qu'un Paul Lejeune, par exemple, se victimiserait en racontant comment il serait allé faire le pitre à la demande et pour le plus grand plaisir de Sauvage, qui se serait moqué de son incompétence linguistique, dont il a été largement question, désolé pour les répétitions. En effet, le jésuite, en allant se donner contentement, ce sont ses mots, à son auditoire, place la scène sous le sceau de l'échange, en se disant en outre bien joyeux d'apprendre à parler. Donc, c'est pas vraiment une victime, c'est comme un échange. Hein. Je vais vous donner mon spectacle de jésuite, là, de robe noire. Puis ensuite je vais demander hein, que vous m'appreniez à parler. Donc, peu importe qu'on lit chez le jeune, par exemple, que la richesse de la langue montagnaise lui paraisse importune. Hein, il dit ça, c'est comme un paradoxe. Cette langue est si riche, mais cette richesse est si importune parce que c'est un missionnaire, il doit donc y faire face, dans la mesure où, donc, sa mission dans le Nouveau Monde requiert qu'il en prenne son parti. Il n'y a pas vraiment le choix. Aussi, je ne vois pas très bien pourquoi, dans ce contexte, pour citer encore Doiron, le rire sauvage marquerait la limite du langage, des drames, et exprimerait l'impossible communication. En effet, en affirmant que cette langue, je cite ici le jeune encore, le jette quasi dans la croyance qu'il en serait pauvre toute sa vie, le jeune énonce en réalité son adhésion à l'idée d'une grâce suffisante hein, qui appartient à la théologie jésuite, c'est-à-dire sa croyance dans la possibilité de surmonter cette difficulté avec le concours de Dieu. Dans ce régime d'échange, à la manière dont le missionnaire fait souvent rire ses interlocuteurs en voulant suivre, je le cite, l'économie de la langue latine ou française, donc c'est un peu la syntaxe, là, et à la polysémie de certains termes qui, selon ces mots, peut tuer une mémoire, vient répondre la bienveillance de ceux qui, impressionnés par ces divers enseignements, dont ceux sur le cours du soleil, en auraient déduit qu'il a de l'esprit, hein, donc, contrairement à ce que va dire l'apostat plus tard, hein, tu es sans esprit, qu'il a de l'esprit et donc qu'il saura bientôt leur langue, hein. Donc, c'est comme s'il faisait dire aux Indiens son souhait le plus cher. Hein, il fait dire par ceux qui sont devant lui. Évidemment, on voit tout le dispositif rhétorique à l'œuvre là-dedans.
Ainsi, la conclusion « ils se sont trompés » à propos du fait qu'il aurait de l'esprit et qu'il arriverait à apprendre leur langue n'exprime pas tant un abandon. Comment un jésuite, d'ailleurs, pourrait-il exprimer un sentiment de déréliction? C'est invraisemblable. Qu'il ne se montre humble mais volontaire devant une diversité linguistique qui, après tout, ne fait qu'actualiser le plan de peuplement divin depuis l'épisode de Babel. Hein? Donc, si les Babéliens, on leur a imposé donc, cette diversité linguistique, c'est bien pour qu'ils se répandent par toute la terre et qu'ils peuplent la terre. Hein? Autrement, ils seraient tous restés ensemble à parler leur langue et dans une plus grande entente. Sans compter que ce faisant, le jeune emprunte un sentier déjà pratiqué par Pierre Billard dans sa relation de 1616. Donc, il a l'air de se plaindre comme ça, mais en fait, il reprend une certaine topique. Où Billard se montre ahanant et suant à tenter de traduire des mots qu'on appelle abstracts et universels pour des, je le cite encore, pour des messerres de sauvages, se donnant du passe-temps en se moquant libéralement de lui, toujours quelques sornettes, conclut-il. Donc, on voit qu'on n'est pas dans un discours tragique. Là. Ici, on reste dans une tonalité assez légère. Selon Emmanuel Godot, la négociation la plus harmonieuse possible des conversations se déployant sur un fond de forte hétérogénéité manifesterait la persistance dans le XVIIe siècle d'un idéal hérité de la Renaissance. En contexte colonial, cette négociation vient autoriser l'entreprise d'occupation du territoire et de conversion de ses habitants, tout en posant certaines limites. Parmi les moyens offerts à cette négociation et dans une perspective cicéronienne, n'oublions pas que nous faisons face ici à des écrits d'auteurs éduqués, essentiellement éduqués à la rhétorique. Donc, pensons-y un peu tout le temps. Donc, on n'est pas avec des rapporteurs, disons, avec une utilisation du langage plus spontanée, disons, pour le dire ainsi. Donc, dans une perspective cicéronienne, l'autodérision vient en fait rehausser le statut du narrateur puisqu'elle vient révéler sa propre grandeur. Tromper l'attente, ici je cite le De Oratore de Cicéron, tromper l'attente, relever avec esprit ses propres défauts ou laisser échapper à dessein des naïvetés, voilà un ensemble de plaisanteries qui roulent sur le fond de la pensée que ce De Oratore de Cicéron consigne comme autant de preuves d'une capacité à se faire une nature souple, selon le principe paulinien aussi, qui sera parodié par Voltaire sous le nom de tout à tous, hein, bien sûr. Donc, on se montre tout à tous en se faisant une nature souple à travers cette autodérision. 2 épisodes de la brève relation de 1632, donc de Paul le Jeune, illustrent ce procédé, tout en rappelant que le rire, acclimaté à l'apologétique chrétienne depuis le Moyen Âge pour contrer la peur du mal, comme l'ont si bien étudié Janine Horowitz et Sophia Ménache dans L'humour en chair, peut aussi servir de contrepoids à la peur de l'autre. Nous n'avons point été solitaires tout l'hiver, nombre de sauvages nous sont venus voir, atteste le jeune, parce qu'évidemment, rester solitaire dans son désert en Nouvelle-France, hein, il est là le danger, avant d'attirer l'attention sur les membres d'une famille auxquels il n'aurait manqué, je le cite, que d'être couverts à la française afin de passer pour nobles en France même, hein, tellement ils ont un port noble eux-mêmes. Après avoir obtenu qu'un enfant de cette famille soit instruit par les missionnaires, ces derniers croisent une fillette en compagnie de sa grand-mère. Une méprise de le jeune sur le sexe de l'enfant, qu'il prendra pour le pupille espéré, hein, il veut tellement son petit garçon qu'il le voit partout, provoquera l'hilarité de l'aîné. Histoire anodine, elle présente néanmoins 2 avantages. D'abord, elle vient rassurer le lecteur quant à l'observance par ces sauvages de bonne façon, c'est sa manière de les nommer, de la féminisation de tous les enfants qui se remarquaient en Europe par le port de la robe, hein, donc une sorte de désexualisation par le port de la robe. Donc moi, je prends, ces sauvages-là sont si nobles, ils connaissent déjà un peu comme intuitivement nos usages, que tous leurs enfants ont un peu l'air des petites filles. Donc, hein, il vient aussi se dédouaner un peu de son erreur. Ensuite, parfois jusqu'à 8 ans, hein, qu'on portait la robe à cette époque-là, même chez les garçons. C'est pour favoriser En fait, c'était moins compliqué que d'essayer de faire ajuster les vêtements, d'une part. Et d'autre part, ça facilitait l'apprentissage de la marche, bien sûr, hein, puisqu'on était libre, et sans compter tous les avantages hygiéniques que vous pouvez imaginer. Ensuite, consigner le pacte intervenu entre eux. Donc, il viendra quelques jours, dit-il à cette grand-mère, il viendra quelques jours d'honnêtes filles de France pour enseigner aux filles, lui promet-il. Alors lui dit-elle, je te donnerai celle-ci. Mais bien sûr. Donc, on voit l'épisode d'échange humoristique entre deux sert aussi à consigner ce pacte, hein, dans une sorte de bonne entente cordiale. Plutôt, après avoir montré comment l'ordre que gardent les sauvages en leurs exercices les aide à conserver la paix en leur ménage, le jeune présume que les Amérindiens se moqueraient d'un homme qui, hors d'une grande nécessité, ferait quelque chose qui dut être fait par une femme. Donc, il nous dit ça comme ça. Son hypothèse, dramatique jésuite, son hypothèse se voit immédiatement confirmée par l'exemple de son compagnon, le père de Lanoux, surpris à apporter du bois, donc tâche qui est explicitement attribuée aux femmes quelques lignes plus tôt, ce qui provoque le rire d'un des habitants du lieu, qui se serait
prononcé ainsi. En vérité, c'est une femme. C'est bien bref, hein, quand même. Aurait-il lancé, en narrant laconiquement le revers de fortune auquel ce même moqueur aura dû faire face, donc sa femme malade, il fut contraint lui-même d'aller quérir du bois, ah, le pauvre. Donc, il a été contraint même d'y aller la nuit pour n'être vu. Donc, le jeune ne fait pas davantage, donc il relève cette petite ironie, disons, événementielle. Le jeune ne fait pas davantage le procès d'un ordre social qu'il aurait pu juger rigide. Il ne le fait pas plus, donc il ne condamne le moqueur pour son manque d'égard envers quand même un jésuite fils de gentilhomme. On vient quand même de rire du jésuite de Lannou ici, et de dire en vérité c'est une femme. Révélant ici une sorte d'adaptabilité des missionnaires aux conditions locales, tant naturelles que sociales. En fait, les gausseries à leur endroit pointent le plus souvent les cibles de leurs actions, expédients qui se rencontrent déjà dans la relation de 1616. Billard considère d'abord légitime que ceux chez qui l'on ne rencontre, je le cite, aucun ventru, bossu ni contrefait, puissent donc légitimement se moquer des Français qui sont tarés comme Borgne, Louche et Camus, etc. C'est bien donc pour leur servir une leçon bien chrétienne. Hein? Vous êtes bien légitime de vous moquer des Français avec votre belle stature, votre grande beauté. Et il leur dit, donc c'est une contagion dont personne n'est exempt que de se trop estimer soi-même. Vous voyez comme le jésuite utilise. Hein? Tout pour tous. Donc leçon aussi bien opportune. En effet, si Billard et son compagnon Edmond Massé doivent la servir, donc cette leçon, à ceux qui se sont déjà vus prodiguer le baptême en 1616 par G.C. Fléché, donc qui était le prêtre que le lieutenant Biencourt de Poutrincourt avait convié à faire la traversée pour s'éviter la présence des Jésuites, n'est-ce pas précisément parce qu'il s'agissait de pseudo-conversion, en fait, puisqu'ils n'auraient pas été si vains s'ils avaient été de véritables chrétiens. Donc, il montre en fait une vanité qui vient nous renseigner sur la faiblesse de leur conversion. En outre, afin de justifier le refus des Jésuites de baptiser des adultes, Billard brandira les moqueries insolentes de ces pseudo-chrétiens qui n'auraient pris le baptême que pour une marque d'être amis des Français. Par ailleurs, la forte teneur politique de ce passage se fait sentir par la manière dont le narrateur Billard ménage l'un des symboles de l'alliance avec les Souriquois, l'alliance française, donc avec les Souriquois, en acceptant, c'est son mot, de cette masse de mauvais plaisantins, le grand Membertou, chef que les écrits de l'Escarbot avaient déjà désigné comme le principal interlocuteur des représentants d'une France qui, encore selon les mots de l'avocat l'Escarbot, gagnera à établir la République, sans laquelle l'Église ne peut être, d'autant que l'Église étant la République et non la République en l'Église. Donc, l'Escarbot nous dit ça, il ne nous dit pas ça, en fait, il ne dit pas ça à nous du tout. Il dit ça à un grand juriste de son époque qui s'appelle Pierre Janin. Donc, il devient cette lettre à Pierre Janin comme une assurance, hein, qu'on va établir d'abord des relations politiques, et puis qu'après, donc, les missionnaires arriveront pour faire, disons, s'il avait parlé le Québécois d'aujourd'hui, pour faire leur job. Donc, comme si l'Église devait vraiment arriver après les structures politiques, alors que dans l'esprit de la perception que les colonisateurs pouvaient avoir des Jésuites, les Jésuites avaient de tout autres intérêts et auraient d'abord cherché à satisfaire leur intérêt de passer rapidement aux conversions sans s'occuper de l'établissement d'une structure politique stable. Donc, si Billard ici vient dire « Ah oui, tout le monde se moque de nous, tous ces faux baptisés qui sont autour de nous, sauf le grand Membertou, qui lui, bien évidemment, comme il est celui qui a établi donc l'alliance avec les Français, Billard vient sauver cette perception que les Jésuites auraient voulu donc passer outre ce principe d'établissement politique qui précède les conversions. Pour revenir à Lejeune, attardons-nous maintenant à la manière dont il conclut un débat intervenu entre un sorcier, avec des gros guillemets, et lui-même sur l'interprétation d'un songe que tous deux auraient fait en période de disette. Voilà la première famille. Au lieu de détruire d'emblée toute croyance dans ce genre d'exercice divinatoire, hein, il aurait pu, donc, le jésuite dire non, je ne touche pas à ça, l'interprétation des songes. Il commence donc par y participer volontiers, hein, tout à tous, avant d'en confier la conclusion à son interlocuteur. Donc, il y a un débat, une sorte de dialectique, et puis il laisse le sorcier conclure la discussion. Donc, le sorcier, il va ainsi. « Tu dis que nous mourrons de faim, donc la position de Lejeune, et moi je dis que non, résume-t-il assez laconiquement, avant bien sûr de se mettre à rire. » C'est sa conclusion. Dans son étude mentionnée plus tôt, Doiron fonde sur le Traité du riz de Laurent Joubert, publié en 1579, se fonde sur ce traité pour prêter à Lejeune une conception du rire comme manifestation sensuelle suscitée par le diable, et ce sur la foi de ce passage de Joubert. On pisse, fiente et sue
à force de rire. Donc, ceux qui associeraient... Oui, désolé. Ceux qui associeraient... Moi, j'ai même pas la caution rabelaisienne. En plus, je dis ça dans le vide. Donc, ceux qui associeraient donc le rire essentiellement à des manifestations physiologiques et donc qui relieraient facilement les sauvages rieurs au diable, hein, directement. Si le médecin, donc ce Joubert, qui était médecin, reconnaît la primauté physiologique du rire en écrivant que bien souvent, le rire est contre la volonté, que c'est une sorte de réflexe, outre le fait qu'il associe ouvertement les déjections susmentionnées au rire excessif, son traité prend le contre-pied de la théorie diabolique du rire, nous rappelle Georges Minois, ce qui rend difficile son emploi à l'appui donc d'une analyse des relations de Lejeune faisant du rire un symbole de l'énorme et dangereux pouvoir des sens. Ainsi, en véritable humaniste relayant la conception ancienne d'une parole servant d'intermédiaire au rire, parce qu'elle lui confère un essentiel décorum, donc on rit, bien sûr c'est un réflexe, mais rapidement, donc la parole doit acclimater ce rire au décorum en cours. Joubert décrit une véritable politique, hein, c'est son mot, une véritable politique qui se joue entre le cœur et le cerveau à l'occasion du rire, avec pour résultat la production d'un discours raisonnable, dès lors que l'émotion ayant suscité une, je le cite, affection et mouvement du cœur, semble honnête, le cerveau lui donnant alors son consentement, écrit encore Joubert. Or, y a-t-il conclusion plus convenable que cette opposition de point de vue en apparence insoluble énoncée par le principal bénéficiaire de l'enseignement du jésuite, c'est-à-dire le sorcier? Alors, je lui dis, donc dit le jeune, que les songes n'étaient que des mensonges, que mon espérance était en celui qui a tout fait, donc en Dieu, que je craignais néanmoins qu'il ne nous châtiât, vu que, aussitôt que les sauvages avaient à manger, il se gaussoit de lui, nommément tient-il à préciser, Pastédéchuan, désigné ici par ce fameux surnom de l'apostat, qu'il acquit après avoir abandonné le christianisme à son retour d'Europe. Il n'a point d'esprit, lui rassure-t-il, tous les interlocuteurs amérindiens qui sont là, il n'a point d'esprit cet apostat, ne prend pas garde à lui, viennent confirmer d'une seule voix ses interlocuteurs à propos de Pastédéchuan, en même temps que la nature donc prototypique de cette situation d'échange, qui vient confirmer l'intuition de Lejeune quant à la capacité d'accueillir la religion de ceux dont les détractions et moqueries, écrit-il, ne sortent point d'un cœur enfiailé ni d'une bouche empestée. Donc, ça valait bien la peine de faire rire de soi un petit coup pour en arriver à cette conclusion. Mais si le jeune découvre chez l'autre un savoir-rire révélant la vertu raisonnable de l'âme, il en est de son riromètre comme de la température en Nouvelle-France. Il oscille parfois bien bas en dessous de zéro. Ainsi, dans l'optique d'une lecture de la représentation du rire de l'autre comme dispositif, la catégorie du rire impertinent, en offrant une certaine neutralité pour envisager les effets de dramatisation par ailleurs remarqués chez le jeune pape Marie-Christine, s'inscrit, c'est bizarre, hein, comme on cite des gens qui sont devant nous dans ce genre d'événement, s'inscrit dans une filiation textuelle d'un certain intérêt en contexte jésuite. Apparaissant dans une relation française anonyme et laïque du début du XVIIe siècle, traduite en bonne partie dans le De Regione et Moribus Canadensium Seu Barbarorum Novae Franciae du père Jouvency, elle y deviendra risu inepto, donc dans la traduction en néo-latin du père Jouvency. Si l'emprunt au vers de Catulle, nam risu inepto res ineptior nulla est, ne peut être avancé, bien sûr, bien que Catulle figure au programme des collèges jésuites à cette époque, l'intertexte dénote néanmoins la nature conventionnelle de la catégorie du risu inepto, du rire impertinent. Devant ce rire que rien n'égalerait dans le domaine de l'impertinence, donc ce rire un rire impertinent n'est-il pas la chose la plus impertinente, se dressent dès lors des objets les plus convenables, les plus propres à quelque chose, selon les termes de l'article aptus, hein, qui est l'antonyme d'inepto, du Dictionarium Latino-Gallicum de Robert Estienne, c'est-à-dire ces enseignements des missionnaires et les missionnaires eux-mêmes, le narrateur, l'éthos donc de cette robe noire, le jeune, qui, selon les dires d'un autre sorcier rieur, n'a point d'esprit, s'en voyant rehausser d'autant. Donc, si ces rieurs sont des rieurs impertinents, ce qu'ils peuvent dire à propos de moi-même comme narrateur, comme missionnaire jésuite, est si impertinent qu'ils ont beau dire que j'ai point d'esprit, en fait, j'en aurai d'autant plus qu'ils considèrent que j'en ai moins. Sorte de vase communicant. Il est à penser qu'un ouvrage tel que Les mœurs des sauvages américains, publié en 1724, vous verrez pourquoi je fais ce saut temporel, dénote l'usure du procédé, hein, de considérer qu'on fait rhétoriquement rire de soi par un Amérindien dans un récit pourrait avoir une quelconque utilité, précisément parce que le rire représenté ne peut être qualifié d'honnête
sans atteindre l'impertinence. Donc, on n'est plus dans un rire honnête qui enseigne et on n'est pas non plus dans un rire impertinent, on est dans un rire de rien, vous verrez. On a l'impression que Lafitau s'imagine des lecteurs qui, ayant déjà cessé de prêter foi à la sage modération amérindienne, n'y verraient désormais que manque d'industrie et fainéantise impossible à secouer. Est-ce vraiment parce qu'il sait se contenter de peu que le sauvage, chez Lafitau, rit de ce que les Européens bâtissent des maisons et entreprennent des ouvrages qui doivent durer des siècles? Bien qu'affublé d'un bon jugement, pensant juste à ses affaires, mieux que le peuple parmi nous, celui dont les moqueries à propos des soi-disant superfluités et mollesses européennes devraient toujours représenter un enseignement valide, perd de son autorité à mesure que s'installe, au XVIIIe siècle, la foi dans le progrès. Cette tentative pour racheter la situation, écrira Andreas Moch à propos de ce passage précis, quel secours, se montre peu convaincante et, pourrait-on ajouter, s'apparente à l'ambivalence qui se rencontrait déjà dans la nouvelle relation de 1691. En apparence, Chrétien-Leclerc, donc dans cette nouvelle relation, il souscrit au dédain exprimé par les Gaspésiens à l'égard de l'hygiène française. On est un peu encore dans la topique de ces beaux Amérindiens qui ont le droit de rire des Français difformes. Là. On est là-dedans assez souvent. Mais en mentionnant spécifiquement les mouchoirs, donc, dont les Amérindiens auraient trouvé l'usage ridicule, raison pour laquelle ils se moquent des Français et disent que c'est comme mettre des ordures dans sa poche. Le récit éveille certains doutes sur la sagesse des donneurs de leçons. D'abord, on adhère, on se dit c'est bien trop vrai. On met ça dans notre poche, c'est dégueulasse. En effet, mais il faut voir, au XVIIe siècle, résister au mouchoir, c'est en fait se soustraire à une pratique de civilité qui tente de s'établir depuis longtemps et dont on retrouve aussi des traces chez Montaigne à propos des dissensions à propos du mouchoir, puisque des grands généraux, par exemple, très valeureux, ne vont quand même pas se plier à ces petits usages importés d'Italie, en plus, c'est encore pire, de mettre leurs déchets de nez dans des petites dentelles et mettre ça dans leur poche. Donc, on continue à, comme on dit au Québec, se moucher à la flèche, joyeusement. Comme j'aime bien le faire moi-même. En forêt. Il faut respecter le décorum. Faut respecter le décorum. Donc, Leclerc poursuivra d'ailleurs, jamais on a pu mieux appliquer qu'à nos Gaspésiens les paroles du distique. Rustica progenies necit abere modum, c'est-à-dire les rustres ne savent acquérir les bonnes manières. Proverbe tiré d'un quatrain anonyme dont un autre vers avait déjà inspiré une gravure de Messner que vous avez soit au verso, soit à la deuxième page de la bibliographie, séparant bien ville et marais, urbanité et rusticité, instaurant par là une hiérarchie nette entre civil et incivil. N'est-ce pas ces distinctions qu'ignorent effrontément ces sauvages qui, s'estimant tous égaux, se moquent ouvertement des révérences des Français, de leurs compliments et de leurs accolades? À ce titre, un important renversement s'est opéré de Lescarbot à Leclerc. En effet, Lescarbot dirigeait plutôt ses critiques vers ces Français qui, tels, je le cite, les scribes et pharisiens, qui requéraient la connaissance de leur propre civilité chez les disciples de notre Seigneur, auraient exigé des peuples d'Amérique qu'ils connaissent déjà, comme par magie, les manières françaises, alors qu'une bonne part de l'espoir colonial chez Lescarbot repose justement dans le partage entre Français et alliés d'un avenir commun et non pas d'un passé commun. On remarque par ailleurs ici l'intéressante solution mitoyenne mise de l'avant par le jeune avec ses montagnais qui pourraient déjà passer pour des aristocrates s'ils emportaient simplement le vêtement. Les petits épisodes de l'histoire de la Nouvelle-France de Lescarbot qui mettent en scène des sauvages se moquant ridiculisant les colons, c'est-à-dire, selon une définition très aristotélicienne, de pointer un défaut ou une laideur sans douleur ni dommage. Donc, c'est ça, un ridicule, quelque chose d'assez léger, confirme dès lors une capacité à faire société entre Français et Amérindiens. Le rieur, donc, pour alléguer encore le traité de Joubert, ne se montre-t-il pas animal sociable et politique, du fait qu'il n'a pas, je cite encore, ses affections tant cachées qu'on n'en découvrit rien, ce qui le rendrait plus à craindre comme étant trop fin, dissimulé, fraudulent, traître et de mauvaise convention. Donc, ne vaut-il pas toujours mieux avoir un interlocuteur bon rieur, quitte à accepter qu'il rit de nous-mêmes? Par exemple, Lescarbot note à propos de la civilité sauvage. Soit que la salutation « roro » signifie quelque chose ou non,
C'est toutefois une salutation de joie, et la seule voix « oro » ne se peut faire que ce soit quasi en riant, témoignant par là qu'ils sont joyeux de voir leurs amis. Donc cette remarque sera donc reprise presque littéralement dans le grand voyage de Gabriel Sagan, qui l'absorbera donc en l'appliquant quant à lui aux interactions entre Amérindiens et Français. Donc ils viennent voir les Français et leur salutation était « ororo », qui est une salutation de joie, et la seule voix « ororo » ne se peut faire que ce soit quasi en riant. Donc on a une reprise là vraiment qui est littérale de l'escargot, mais qui change de situation d'application, donc qui devient une marque donc d'échange cordial avec les Français. En revanche, la relation anonyme traduite dans le De Regione du père Jouvencé, dont je parlais plus tôt, n'exprimait aucune intention de fonder une alliance sur un rapprochement donc, entre les représentants des deux peuples, et consignera plutôt « Ils saluent leurs amis en les abordant par un rire impertinent. Le plus souvent, ils crient ororo ». Donc, c'est même plus une salutation, ça devient un cri. Et cette voix ororo qui ne peut être dite sans rire, en fait, devient dans cette source, donc, une source une preuve d'impertinence de celui qui l'énonce. Chez l'escargot, les alliés des Français sont des rieurs honnêtes, c'est-à-dire qui instruisent et corrigent. Il n'est qu'à observer le chef Souriquois Olmechin se regardant en un miroir alors qu'il porte l'habit remis en cadeau par le lieutenant Poutrincourt. Riant de se voir ainsi, je ris de me voir si belle dans ce miroir, c'est très bizarre. Riant de se voir ainsi, il s'en dévait sur le champ et en disperse les parties de cet habit à plusieurs de ses gens afin qu'un seul ne fût trop empêché de ses vêtements qui, je cite l'escargot, qui lui-même est en discours rapporté là, par rapport à celui qui a reçu le cadeau. Donc, il disperse ses vêtements qui rendent inhabile à toute bonne chose, en particulier, encore l'escargot qui reprendrait les paroles qu'il attribue, donc le discours d'Olmechin, et en particulier ce gros cul à 1000 replis, condamnant à des chaleurs insupportables qui surpassent les douleurs que l'on fait quelquefois sentir aux criminels. Raconte donc un escargot trop heureux, semble-t-il, de s'approprier en partie cette observation rapportée en style indirect libre. S'il est vraisemblable que c'est même Souriquois qui, au long du corps n'ont nullement de poils, je reviens encore avec cette question de poils, se moque quelquefois de l'abondante pilosité de certains Français, la plaisanterie ne vient-elle pas tout à la fois balayer les derniers débris de l'Homo sylvestris et pilosus qui pouvaient persister en ce début du XVIIe siècle tout en confirmant en même temps une capacité à s'adapter à la civilité européenne? Tant s'en faut, insiste l'escargot, qu'il soit velu comme certains pourraient le penser. Donc on s'imagine mal encore des gens au début du XVIIe siècle penser ça, mais ça nous donne une idée aussi de l'état d'esprit d'un lectorat imaginé par l'auteur, alors qu'on ne peut pas s'imaginer, on dirait qu'il s'imagine des lecteurs du Moyen-Âge, presque. Le décalage est assez bizarre. On a vu plutôt le doigté avec lequel le père Biard traite le personnage de Membertou. Chez l'escargot, la Compagnie de Jésus, n'ayant pour maître que ses seuls intérêts, aurait nui donc aux entreprises de Poutrincourt. Ainsi, l'édition de 1617 de l'Histoire, donc celle qui succède juste la première relation des Jésuites, ira jusqu'à nourrir l'alliance franco-indienne d'un dénigrement partagé à l'égard des Jésuites. Donc, quand on s'entend bien, nous, entre Français et Souriquois, tout le monde, on rit des Jésuites. Louis Benbertucci, fils du grand chef, y sert une plaisante précaution au père Edmond Massé pour avoir en vain essayé de vivre à la sauvage ou à la nomadique. C'est le texte de l'escargot, à la nomadique. Chez Biard, dont la relation de 1616 est bien sûr la source de l'escargot ici, il copie des petits bouts à sa guise, le religieux était décrit comme un homme malade plutôt que comme un aventureux ne méritant que son misérable sort. Sa rencontre avec Louis s'y voit qualifiée de plaisante et l'intervention de ce dernier n'y est guère autre chose qu'une badinerie apéritive à un dialogue attestant de la vigueur du jésuite. Donc ici, je cite la relation de Biard. « Écoute, père, aurait dit Louis Membertucci à Edmond Massé. Écoute, père, tu t'en vas mourir, je le devine. Écris donc à Biencourt et à ton frère, donc Biard, que tu es mort de maladie et que nous ne t'avons pas tué. Je m'en garderai bien, aurait répondu le père Massé, car possible, après que j'aurais écrit la lettre, tu me tuerais. Cependant, tu porterais ta lettre d'innocence que tu ne m'aurais pas tué. Ici, le sauvage revint à soi et se reconnut, car il n'est point lourd, précise-t-on, et se prenant à rire. Bien donc, dit-il, prie Jésus que tu ne meurs pas, afin qu'on ne nous accuse de t'avoir fait mourir. C'est incroyable. Aussi fait, dit le père Edmond, n'aie pas peur, je ne mourrai pas. Quelle puissance. Chez l'escargot, le père Massé, donc on a une reprise ici, beaucoup moins assuré, se voit affublé d'un valet
qui n'était pas là chez Billard, tous deux partageant la déchéance de leur embonpoint. Non seulement malade, mais quasi perclus des yeux, le missionnaire inspire à son interlocuteur des propos qui gagnent en importance en devenant la chute de l'anecdote, qui se clôt ainsi sur ce « Prie Jésus que tu ne meurs pas, afin qu'on ne nous accuse de t'avoir fait mourir », sans aucune ligne laissée au père Massé pour contredire Louis Membertucci, donc pour lui dire « N'aie pas peur, je ne vais pas mourir ». Donc ça s'arrête comme ça. C'est Louis Membertucci donc, qui a la chute de l'anecdote, donc c'est à lui qu'on attribue le mot d'esprit. Donc ce mot d'esprit ira jusqu'à orienter l'interprétation de l'épisode suivant, dans lequel il sera question d'un Pierre Billard qui, sur les flots impétueux, se serait transformé en négociant des armes pour proposer à notre Seigneur et sa Benoîte Mère, donc la Vierge Marie, 4 conversions contre son propre secours. Je vais en convertir 4, s'il te plaît, sauve-moi de ces flots impétueux. Le vent fut le lendemain propice, écrit l'Escarbot, mais les sauvages ne furent chrétiens, malheureusement. Partageant ici avec le fils de Membertou un regard oblique, inspiré par les déconvenus des premiers missionnaires en Nouvelle-France. Tous ces peuples rient le plus souvent, accordait Champlain dans Des Sauvages, en 1603. Toutefois, nuance-t-il, ils sont quelque peu saturniens, ce dont se ressentirait leur prise de parole. Parlant fort posément, ils s'arrêtent aussitôt en songeant un grand espace de temps, à l'image du songe creux communément assimilé au mélancolique d'humeur, sinon de tempérament. On a ce fameux passage de Montaigne qui dit « Je ne suis pas mélancolique, je suis songe creux », qui vient donc nous dire qu'on pouvait percevoir le contemplatif ou le silencieux comme un mélancolique, mais qu'il ne le serait pas. Donc on est toujours un peu dans les tentatives de contrôler des représentations de la tristesse. Hein. Oui, je vais y arriver. Donc, oui, donc le songe creux, qui en fait est un être moins facile que le suriquois de l'escarbot. Hein. Donc, alors que ce dernier, donc en homme de robe, l'escarbot, imprègne son histoire d'un esprit de concorde associé au règne d'Henri IV, donc d'où ces sauvages qui sont rieurs et sympathiques. Chez Champlain, donc on fait face à d'autres situations. Champlain, donc qui s'adresse plutôt dans ses voyages au jeune Louis XIII et qui inscrit son action dans le projet absolutiste. Oui, il va y avoir d'ailleurs une certaine justification d'agression violente dans le cas de nécessité. Donc ici, je faisais allusion à l'ordre de bon temps, je vais passer rapidement. Donc chez l'Escarbot, l'ordre de bon temps, de l'établissement de l'ordre de bon temps en Acadie, donc qui était une sorte de cérémonie basée autour du partage de la table avec les Amérindiens. Chez l'Escarbot, c'est très long, c'est une description vraiment longue qui vient tenter de prouver donc que le pays n'est pas un pays donc géographique, mais le pays est là partout où nous sommes bien. Donc c'est à ça que ça sert chez l'Escarbot et ça sert aussi donc en éloignant la mélancolie, on éloigne d'autant toutes sortes de maladies, dont le scorbut par contre, mais n'oublions pas que les maladies ne disparaîtront que quand les femmes arriveront, parce qu'elles s'occuperont bien des vaches. Mais ça, c'est une autre remarque. Mais donc, l'ordre de bon temps chez Champlain, c'est beaucoup plus court. Donc, il l'évoque, il dit « je l'ai fondé », puis bon, ça vient de finir là. Mais l'Escarbot, lui, en fait toute une affaire qui inclut donc cette cordialité avec les Amérindiens de manière beaucoup plus longue que chez Champlain. Alors que chez Champlain, vraiment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus bref. Donc, c'est un bout où je passais aussi par Gabriel Sagard, donc qui lui aussi vient justifier d'une certaine façon cette prise de position de Champlain face au fait qu'on ait besoin parfois d'utiliser l'agression contre les Amérindiens quand c'est opportun. Et l'exemple qu'il va donner, Champlain, un des exemples de cette justification d'agression, c'est en fait via la reprise d'un récit de 1586 de René de Laudonnière qui parle donc de l'expérience huguenote en Floride. Donc Champlain vient se justifier cet acte d'agression en citant Laudonnière qui lui-même aurait donc accepté que ces hommes auraient d'une certaine façon par défaut accepté l'idée de ces hommes de prendre en otage un chef floridien sous prétexte que les Floridiens auraient refusé donc d'échanger de la marchandise contre de la nourriture et comme ça donc leur acte d'agression contre ces Floridiens aurait été justifié même si Laudonnière les avait avertis que ça aurait occasionné donc des problèmes diplomatiques. Donc il fut donc Laudonnière se dédouane d'avoir été l'instigateur du complot, bien qu'il finisse par le justifier. Donc, devant ces Amérindiens, qui, je le cite, auraient éclaté de rire et se seraient moqués des affamés, donc des Français affamés, à gueule bée, et qui auraient lancé d'une seule voix. Donc, si tu fais grand cas de ta marchandise, mange-la et nous mangerons notre poisson.
disent-ils. Donc, mange là ta marchandise. Et évidemment, ils se mettent après à rire d'eux. Donc, cette famine, chez Champlain, est évoquée assez rapidement, mais Champlain ne reprend pas cette parole méchante. Donc, mange là ta marchandise, nous mangeons notre poisson. Champlain ne reprend pas ce discours dans sa version, mais évoque l'épisode de manière assez distanciée pour venir donc justifier l'agression d'une certaine manière. Et Lescarbot va aussi lui-même encore reprendre ce passage par-dessus Champlain. Et lui, donc, il va utiliser ce même passage, donc, qui viendra en quelque sorte d'une façon justifier la réaction des Amérindiens devant ces Français aussi agressifs. Il va dire, donc, il va voir dans les moqueries amérindiennes, donc, qu'est-ce qu'elles auront provoqué pour Lescarbot? Elles auront provoqué une sorte de retour du refoulé des Français qui, depuis le début, de toute façon, ne seraient que rentrés en leur propre délibération d'agresser les sauvages. Donc, on remarque là que Lescarbot utilise l'épisode de cette passage huguenot en Floride pour venir donc, encore une fois, faire une meilleure représentation d'une Nouvelle-France qui serait fondée vraiment sur une entente cordiale et sur une occupation en droit du territoire. Donc, qu'est-ce que ce sont que ces troupes de l'ordonnière, donc, qui s'en vont sur le territoire et qui n'établissent pas leur occupation en droit et qui vont, comme ça, agresser, ne méritent-ils pas de se faire traiter ainsi par les Amérindiens? La conclusion. Oui. Non, mais oui. on a déjà pas mal dépassé notre temps. C'est bon. Bon, donc tant pis. Tant pis pour la conclusion. Conclu? OK. Dans ses notes sur l'esprit des montagnais en 1634, donc dans sa grande entreprise sur l'histoire de l'humour, Bernard Andrès cherche à caractériser l'humour sauvage en prenant pour appui la relation de Paul le Jeune. Il en cite par exemple un passage rapportant les paroles d'un sauvage qui aurait opposé aux Jésuites l'absurdité d'une religion le forçant à croire en un Dieu invisible. Je cite Andrès. Le pauvre homme perd prise et conclut de guerre lasse, je serais trop long de rapporter toutes les badineries sur ces sujets. Si l'on peut imaginer avec Andrès qu'en Nouvelle-France, ces plaisanteries opposées au sérieux du missionnaire sont une forme d'humour salutaire chez ces individus dont on remet en cause le patrimoine culturel, dans la perspective où le critique reconnaît que le relationnaire possède la rhétorique au plus haut degré, il paraît également pertinent de s'intéresser à la manière dont l'autodérision médiatisée par l'autre contribue à attirer sur soi la sympathie d'un public dont on espère le soutien matériel et spirituel, spécialement devant des essais aussi infructueux en matière de conversion. Le rire amérindien embarrasse le jeune, pour citer Marie-Christine, et l'observation vaut pour bien des voyageurs. Mais parce qu'il figure au nombre des interactions non-verbales prévisibles, il se fait aussi, nous l'avons vu, procéder de reconnaissance, mais procéder à manipuler avec soin. Car en toute logique, pour citer encore Dominique Bertrand, le rire ne devrait pas exister dans un nouveau monde parfait. Mais voilà, pour donner sens à leurs actions, missionnaires et colonisateurs ont besoin d'un monde imparfait. À qui viendrait l'idée de coloniser une utopie? Aussi, les passages dans lesquels le narrateur et les siens se voient moqués par l'autre contribuent à inscrire le voyage dans une apparente contingence, accentuée par l'effet d'immédiateté que créent des discours et gestes rapportés, disséminés comme autant de signes d'une présence active, alors qu'à y regarder de plus près, beaucoup viennent alimenter des scènes confirmatoires où cette présence s'exerce en fait à rebours de la singularité, puisque le rire vient toujours s'intégrer, le plus souvent, dans un procédé rhétorique assez facile pas à déconstruire, mais en fait à caractériser d'une certaine façon. Voilà, surtout quand on mentionne explicitement rire, comme pour bien orienter notre lecture, pas des choses aussi subtiles qu'on a remarquées dans le précédent exposé qui m'a franchement impressionné.